Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler du Corbusier, celui qui a surtout voulu raser Paris, mais aussi certains pensent qu'on lui devrait les cités qu'on a aujourd'hui. Alors, on va parler de son rapport au fascisme, à la religion également. Je suis enjoué, le sujet était passionnant. Il faut annuler les effets d'une longue négligence et chercher tous les moyens par lesquels Paris peut redevenir une ville de beauté et d'harmonie. Ma solution, c'est de reprendre le problème à froid, de regarder comment sont les choses, où sont les événements, mettre de l'ordre en quelque sorte. Voulez-vous nous montrer le dessin ? Le spectacle d'un Paris tout à fait possible, tel que par exemple celui-ci, qui montre le Paris possible, d'un Paris rentré chez lui. Bon alors, le Corbusier, de son vrai nom, Charles-Édouard Jeanneret Gris, pour moi était une énigme. C'est-à-dire, plus j'apprenais de choses sur lui, plus ces éléments se contredisaient. Notamment le fait qu'il écrivait comme un intellectuel fin d'un côté, et que de l'autre, quand il fait des réalisations, c'est très grossier, c'est des blocs en béton. Que ces blocs en béton, généralement, ils sont assimilés plutôt aux bâtiments soviétiques, et que notre Corbusier, lui, était fasciste comme pas deux, parce qu'il est plutôt connu pour des projets collectifs, populaires, pour la masse, et que de l'autre côté, dans ses écrits, il méprisait cette masse, comme j'ai rarement vu, parce qu'aujourd'hui, il est essentiellement aimé et soutenu par des profs et des bobos, pour être grossier, et qu'il est assez politiquement incorrect, mais à force de me renseigner sur lui, j'ai fini par mieux le comprendre. Déjà brièvement, qui est le Corbusier ? Charles-Édouard Jeanneret Gris. Alors, le Corbusier est un Suisse, ça commence par là. Suisse, ça veut dire essentiellement des trottoirs propres, des gens polis, avec leur accent, je sais pas le faire, mais ils sont vraiment gentils, et puis qu'il est protestant. Bon, comme tous les Suisses, à la base il est dans l'horlogerie, c'est à ça qu'il est destiné, et à cause d'un problème oculaire, il peut plus exercer ce métier-là, et donc il va pouvoir s'échapper de ce milieu. J'ai été très bref sur sa vie, mais c'est parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en 1918, il arrive à Paris, et là pour lui, l'anxiété monte d'un coup. Charles-Édouard Jeanneret Gris arrive comme ça, il stresse. Il commence à stresser face à Paris, il est anxieux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Paris est bordélique. Faut bien imaginer à ce moment-là que la France devient un pays de plus en plus citadin, plus tardivement que ses voisins, mais il y a l'exode rural, et donc les gens viennent s'entasser en ville. Avec le développement de l'industrie, tout ça fait que, à l'époque d'Haussmann, dont on a parlé la dernière fois, dans l'agglomération parisienne, il y avait 1 million d'habitants. Et au moment où le Corbusier arrive, il y en a 5 millions. Donc, angoisse, vous imaginez bien. Si déjà Haussmann, le bœuf, le sanglier, il avait envie de raser la moitié de Paris pour en faire des boulevards tout droits, vous imaginez bien que quand le frêle Corbusier arrive à Paris, bon, il a un peu envie de mettre de l'ordre. Bon, là on sort de la Première Guerre mondiale, mais les gens se rendent bien compte qu'il y a un problème. Ils se rendent bien compte du problème de Paris, de l'enfer que c'est de vivre là-bas, et donc il y a plusieurs projets. En gros, il y en a deux. Il y a celui d'Auguste Perret, un architecte très intéressant dont on parlera sûrement plus tard. Alors Auguste Perret, lui, il veut rallonger l'avenue des Champs-Élysées, mais bien la rallonger avec des tours. Un style de tour qui existe très peu en France, en fait. C'est plutôt, je dirais, les plus belles tours qu'ont fait les Américains dans leur ville. Ils avaient ces espèces de tours art déco début 20e. L'idée d'Auguste Perret, ça ressemblerait à peu près à ça. C'est un projet que je trouve personnellement assez élégant. C'était des tours immenses, là j'ai trouvé quelques plans pour vous faire une idée. Et il y en aurait 300. 300, donc si je comprends bien, 150 de chaque côté. Ça me dérange d'autant moins que s'il poursuit l'avenue des Champs-Élysées, bon, il arrive sur Nanterre et la Défense, est-ce une grande perte ? Donc voilà, ça c'était l'une des options. Et la deuxième, c'était d'étendre Paris, mais de façon contrôlée avec des cités-jardins. Des cités-jardins qu'on a déjà là sur la bordure de Paris. C'est ces bâtiments en briques rouges, justement de cette époque, qu'on appelle les HBM, ça aussi on en parlera bientôt. Et donc l'idée c'est d'étendre ça sur l'agglomération parisienne. Parce que le problème de ce qu'on construit à ce moment-là, c'est-à-dire des petites maisons individuelles, c'est que avec l'augmentation de la population à Paris, ça va juste exploser. En fait, Paris va devenir juste énorme en superficie, et ça va être un enfer pour se déplacer. Et donc quelques années après, en 1922, alors que le Corbusier a bien eu le temps de subir la ville, on lui demande de dessiner une fontaine. Un peu comme le Petit Prince avec le mouton. On dit dessine-moi un mouton. D'ailleurs le Petit Prince, vous savez que le Saint-Exupéry est disponible. Il est sur le site. Là en fait il lui demande pas comme le Petit Prince, ça n'a rien à voir. On lui demande officiellement de dessiner une fontaine, c'est-à-dire une demande sérieuse. Et là, le fripon de Charles-Édouard Jeanneret Gris, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous dessiner une ville, et il va dire, voilà, j'ai dessiné une fontaine, et derrière, une ville de 3 millions d'habitants.
et c'est là que les embrouilles commencent. C'est une ville qui est gouvernée par la rationalité, qui est symétrique, systémique, vraiment pour lui l'idée de la ville de demain, la ville moderne plutôt, comparée à la ville traditionnelle qui s'étend et qui stresse comme ça, parce qu'on ne peut pas la contrôler. Si vous voulez ça, on voyait bien que ça le titillait, cette histoire de ville, parce que j'ai une citation de lui, qui est justement après qu'il se soit installé à Paris. Classer les populations urbaines, trier, refouler ceux qui sont inutiles dans la ville. Combien de milliers de Parisiens, amas grouillants, sont un point mort dans la ville? Une entrave, une noire misère, un échec, un déchet. Quand il dit un déchet, il parle des milliers de Parisiens, donc bon, c'est pas ce qu'il y a de plus humaniste. Et si vous voulez, cette ville, il lui voue une haine. Et d'ailleurs, pas que Paris, mais d'une manière générale, les villes construites traditionnellement. Il y a une de ses paroles, d'ailleurs, qui est très symptomatique là-dessus, où il va parler du toit des maisons. Précisément, il va dire que la découpure des toits sur le ciel nous affecte péniblement. En fait, c'est que dans ces villes traditionnelles, les toits n'ont pas forcément la même taille, il y a des cheminées, des choses comme ça, et donc, quand on regarde de la rue, effectivement, ça fait pas une ligne droite. C'est ça le problème pour lui. Et si vous voulez, moi, il y a autre chose qui m'affecte péniblement, et c'est le plan voisin. Le plan voisin, ça va simplement être la continuité de Sa Fontaine, là. Quand il avait dessiné une ville de 3 millions, pour 3 millions d'habitants, eh bien, le plan voisin, ça va être ça qui se concrétise. Ça s'appelle voisin, c'est pas pour les voisins, hein. C'est le nom de famille de celui qui financerait cette ville, et qui est dans l'aviation. En fait, toutes les nouvelles, c'est le Elon Musk français de ce moment-là, en gros, toutes les nouvelles technologies, et Le Corbusier ne jure que par ça. Et Gabriel Voisin est enjoué à l'idée de cette ville. Mais à la limite, s'il veut la faire, sa ville ultra-rationnelle, très bien. Mais là où ça m'affecte péniblement, c'est qu'ils veulent la faire sur Paris, ce gros taré-là. Et ces plans, hein, qui constituent en des tours cruciformes, voilà, alors tout est pensé, tout est très intellectuel, ça capte la lumière, vous comprenez, on aura de beaux logements, tout ça, donc des tours cruciformes, évidemment un aéroport en plein milieu, parce que quelque part Gabriel Voisin, il aime l'avion, puis cette espèce de station centrale qui serait un genre de Châtelet-Les Halles, des grandes dalles en béton, des grandes dalles en béton sur le vieux Paris, le centre historique rasé. Et alors en me renseignant sur ce plan voisin, je me suis rendu compte que beaucoup doutaient du sérieux du plan. Surtout ceux qui défendent Le Corbusier, ils disent non mais c'était de la provocation, essentiellement, ils pensaient pas vraiment qu'il fallait faire ça. Si, complètement. Peut-être même c'était pour avertir les autorités, hein, révéler le problème qu'il y avait de surpopulation, mais pas du tout. C'est absolument pris au sérieux, je veux dire, tous ces entretiens le montrent, ils nous en parlent tout le long, jusqu'après la guerre, c'est comme ça qu'ils voient l'architecture. D'ailleurs, je crois, monsieur le Corbusier, qu'il y a très longtemps que vous réfléchissez à ces problèmes d'urbanisme. Ah oui, une trentaine d'années. Est-ce que vous êtes arrivé tout de suite au plan définitif, ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez eu des étapes successives? J'ai cherché très longtemps et j'ai créé des plans successifs. J'ai eu l'occasion de les montrer parfois dans des expositions, de les exposer dans des livres. Mais petit à petit, le silence s'étend sur ces choses-là. On n'a jamais répondu à ces plans? Non, par des colibés parfois. Mais tout de même, l'opinion est saisie par diverses manifestations très nettes qui ont eu lieu. Mais en fait, c'est seulement aujourd'hui, maintenant qu'on a retrouvé les plans, qu'on a retrouvé ces archives, qu'on voit la destruction que ça aurait été et la laideur que ça aurait été. C'est maintenant qu'il est décrédibilisé qu'on dit non, mais il n'était pas sérieux quand il disait ça, c'est trop un génie pour avoir vraiment pensé ça. Eh bien, moi je le dis, hein, je le pense sincèrement, ce plan-là, le plan voisin, était premier degré. Il voulait raser Paris, ville historique française, pour poser son nom, hein, et être le nouveau Haussmann. Et donc on va essayer de comprendre ce projet-là, pourquoi il veut nous raser Paris. Là on est à l'entre-deux-guerres, et pendant l'entre-deux-guerres, il y a deux idéologies qui montent, beaucoup, qui sont le fascisme et le communisme. Et si vous voulez, Charles-Édouard Jeanneret-Gry est plutôt décrit par sa mère et son frère, politiquement, comme étant de droite autoritaire. Ce qui nous fait un nouveau point commun avec Haussmann. Sauf que là, le contexte est différent. Et même le physique est différent. Haussmann peut encaisser sur son physique de sanglier. Le Corbusier, lui, il faut qu'il mette de l'ordre, quoi. Il n'y a que comme ça qu'il pourra survivre. Notre Charles-Édouard Jeanneret-Gry penchera plutôt pour le fascisme. Même si
c'est plus compliqué, il adhérera pas vraiment au faisceau, mais voilà, des échanges qu'il a eus, de ce qu'il a écrit et de ses fréquentations, il se range bien plus du côté fasciste. C'est plutôt vers eux qu'il est complaisant, avec des louanges à Hitler et une critique, enfin des mots durs hein, pour les juifs. Et donc il faut quand même introduire un personnage qui est Georges Valois. C'est l'homme qui a le premier fait un parti fasciste en France, en 1925 il l'a créé. Et pourquoi je l'évoque? Parce qu'il est proche du Corbusier, et le Corbusier lui plaît beaucoup. Alors politiquement, il est dans ce qui oscille en fait entre la gauche et le fascisme. Il y en a beaucoup des fascistes qui viennent de la gauche, jusqu'à Mussolini lui-même, mais lui était effectivement à un moment proche du marxisme, et finalement s'y retrouvé dans la création de ce parti fasciste. Et il va dire ceci de très révélateur sur l'architecture du Corbusier, il va dire que le Corbusier traduit nos plus profondes pensées, au nom des fascistes, bien entendu. Et c'est aussi là que je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça, alors que on résume aujourd'hui le fascisme à surtout un néoclassicisme, une renaissance de l'Antiquité grecque, romaine, comment se fait-il que ce type qui fait des cubes partout, même si dans sa première ville, il y avait des choses qui assemblaient, puisque sa première ville, à 3 millions d'habitants, qui était derrière la fontaine, était entourée de 2 grands arcs de triomphe, ornés de statues de femmes, comme ça, et donc ça faisait un petit peu un nouveau classicisme simplifié, comme le fera Mussolini avec son Colisée carré, hein, qui, je le rappelle, est aussi le siège actuel de Fendi. Mais alors déjà, là, on peut ne pas comprendre. On peut se dire, mais pourquoi il est fasciste, et ces bâtiments semblent si d'essence communiste? Eh bien, je crois que cette incompréhension, elle vient du fait qu'on ait perdu le sens du mot fascisme, avec son abréviation facho, qui a englobé tout plein de choses, voilà, réactionnaire, conservateur, de droite, hein, pourquoi pas, tout est rentré là-dedans, si bien qu'on ne sait plus ce qu'est le fascisme, et surtout, on ne peut plus distinguer 2 aspects fondamentaux du fascisme qui vont nous intéresser dans cette analyse-là, qui sont l'autoritarisme, même, je dirais, le totalitarisme, et son aspect révolutionnaire. Déjà, pour ce qui est du totalitarisme, ce que ça veut dire, c'est que l'État, le pouvoir, est très présent, c'est pas libertarien. C'est que l'État contrôle pas mal d'aspects de notre vie. Et révolutionnaire en quoi? Eh bien en ceci qu'il se coupe des racines du passé. Il se coupe du passé, et c'est comme un nouveau monde. Et cet aspect révolutionnaire, il pensait aussi à un genre de nouvel homme. Un nouvel homme sûrement aidé par le développement technique. C'est essentiellement ce qui justifiait cet aspect révolutionnaire, c'était le développement technique qui allait faire un homme plus puissant et un homme purement rationnel, aidé, secondé par les sciences qui se développaient beaucoup. Et donc dans cette nouvelle société, il faudrait encadrer rationnellement la vie des citoyens. Donc pour là, ce qui nous intéresse, l'architecture, l'urbanisme, Le Corbusier nous dit ceci. Les grands problèmes de demain, dictés par les nécessités collectives établies sur les statistiques et réalisées par le calcul, pose à nouveau la question des plans. Les villes devront être conçues et tracées dans leur étendue, comme furent tracés les Invalides ou le château de Versailles. C'est une idée qui reviendra souvent, que les statistiques et le calcul sont en fait la nouvelle religion, qu'il faut maintenant construire tout sur une base rationnelle, et il voit la population un peu comme des insectes. Il va même comparer à des abeilles en disant que l'homme, comme l'abeille, a besoin de vivre dans une structure géométrique, avant tout. Et là, j'ai quelques-uns de ces mots pour que vous ayez une idée de sa vision, justement, de la suite de l'humanité, quelque part. Réaliser l'élevage de l'espèce, enfants et adultes. Ou encore, ces habitations, ils veulent les appeler les machines à habiter, ce qui est une conception nouvelle de l'habitat. Et utiliser à chaque fois l'homme comme règle à calcul. Ça devient la priorité, c'est tout faire à la taille de l'homme, jusqu'à développer plus tard ce qu'il va appeler le modulor, qui serait une unité de mesure réalisée entre la taille d'un homme moyen et le nombre d'or, et en fonction de ces dimensions, faire l'intérieur de maisons parfait. Ou l'intérieur de machines à habiter plutôt parfait. Pour ce qui est de la vision révolutionnaire, il va nous dire ceci. L'art décoratif est mort. L'urbanisme moderne naît avec une nouvelle architecture. Une évolution immense, foudroyante, brutale, a coupé les ponts avec le passé. Donc on est purement... on a là l'aspect révolutionnaire qui est chez le Corbusier. Et vous y aurez sûrement pensé quand je parlais de ça, mais évidemment, ces aspects ils sont partagés par une autre idéologie,
qu'est le communisme. Je dirais même que c'est à lui qu'on pense en premier, parce que il s'est plus développé, il a duré plus longtemps, qu'il y a des œuvres qui sont sorties comme 1984, ou d'une manière générale, cet imaginaire venu de ce monde soviétique, à la fois totalitaire, qui a un grand contrôle, et en même temps révolutionnaire par rapport au monde traditionnel russe d'avant. Bon, là je viens de faire le parallèle et on voit deux aspects qui sont communs, ça veut pas dire que c'est la même chose. Bien entendu, il y a des choses qui différencient fondamentalement le fascisme et le communisme, c'est juste qu'il y a des points qui sont pas des points d'accord d'ailleurs, des points communs. Qui est bien normal d'ailleurs, puisque on parle d'une même époque. On parle de ces deux idéologies qui ont fleuri dans le même contexte historique. Alors, je dis fleuri, parce qu'évidemment, leurs racines peuvent être antérieures, hein. Le socialisme, ils n'ont pas attendu le XXe siècle pour le développer, mais pas à ce point-là. Et quand on parle du communisme, je parle de cette époque. Et justement, c'est assez intéressant, parce que quand ils comparent la société humaine aux abeilles avec leur habitat géométrique, eh bien, on retrouve le même genre de comparaison chez les pré-révolutionnaires, chez les communistes. En fait, les socialistes, disons, les pré-communistes qui inquiètent Dostoïevski et à qui Dostoïevski répond, eh bien, il reprend leurs paroles en les contredisant et en disant non, une société humaine n'est pas une fourmilière. Et tout ça, ce sont des visions qui arrivent après les Lumières, en fait. C'est les idéologies post-Lumière et après les humanistes qui, après tout simplement, la mort de Dieu dans le cœur des hommes, où la boussole des gens indique n'importe quelle direction, et ils se demandent si l'unité suprême avant Dieu ne serait pas l'homme. Donc tout adapté à l'homme. Et ces idéologies, en arrivant au pouvoir, vont nous donner des architectures. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient un a priori, que j'avais également, les gros blocs en architecture plutôt communiste, et l'architecture néoclassique, ou néoclassique, celle du XXe siècle, plutôt fasciste. Et en renseignant sur Le Corbusier, je me suis rendu compte que c'était pas si simple, parce que déjà Le Corbusier est plutôt fasciste, même assez clairement, et c'est ce qu'il exprime avec son architecture. Et d'autre part, il y a un épisode où il propose un projet à Staline, parce que oui, il est allé manger un peu à tous les râteliers à ce moment-là, et il va lui proposer un projet, et Staline va lui refuser en lui disant non, l'architecture socialiste, enfin notre architecture, doit être d'essence gréco-romaine. Et donc, voilà, avec ton bloc, tu files. Ce refus, pour Le Corbusier, ça va pas être le seul. De toute sa carrière n'est qu'une longue accumulation de refus, comme ça, d'ailleurs même à Vichy. Parce que oui, il va voir Staline, mais il va aussi passer 17 mois à Vichy au gouvernement, en tant que conseiller de l'urbanisme. C'est pareil, hein, en allant à Paris, vous vous êtes bien rendu compte que le plan voisin n'avait pas été appliqué. Donc, Dieu merci, il y a eu une sagesse sortie de je ne sais où. Tu dis non, tu ranges tes plans, en fait tu vas pas faire ça. Et donc c'est pour ça qu'il arrive à Vichy tout enjoué à se dire ça va être le nouveau monde, tout ça. Et les mecs de Vichy, pareil, ils disent oui, ouais, plus loin, fais ça mais ailleurs, détruis pas la ville. Et c'est en me demandant pourquoi il était allé à Vichy, et même pourquoi il avait une vision plutôt fasciste de l'urbanisme. Eh bien j'ai repensé à ce que disait Jordan Peterson dans l'un de ses cours. Il va nous parler d'Hitler. Je reviens. Lui n'est pas terminé, je me suis servi parce qu'on est du côté usine, mais de l'autre côté il y en a des terminés, il y en a même sur le site qui arrive directement chez vous. Mais donc, pourquoi je fais des parallèles comme ça avec Hitler? Que m'a dit Jordan Peterson à son propos? Et ben en fait, il s'est intéressé au cas Hitler, et notamment ce qui motivait Hitler, si c'était de la haine ou si c'était autre chose. Et par une accumulation de vocabulaire, en fait, en lisant les échanges d'Hitler, les discours, en voyant même ses actions, il s'est rendu compte qu'il y avait une récurrence vers une poussée hygiéniste. Et en fait, cette pulsion hygiéniste chez Hitler, elle était une réponse au dégoût. Un dégoût qu'il ressentait pour ce qui était en train d'arriver à son pays. Et il y a tout un champ lexical, c'est assez impressionnant comme il relève, de la propreté. Et il y a d'autres choses comme le fait qu'il prenait 4 bains par jour pendant un moment, le fait que ses premières actions aient été de nettoyer les usines, de faire nettoyer les usines, et même plus tard son utilisation du Zyklon B qui est un insecticide à la base. Et donc on voyait qu'Hitler, dans ses paroles, dans ses discours, dans ses échanges, c'est ce que Jordan Peterson a relevé,
utilisait beaucoup des mots du champ lexical, de l'hygiène, du fait que le corps arien en fait était un corps pur attaqué par des parasites. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est Le Corbusier qui m'y a fait penser. En lisant ses bouquins, des échanges qui sont ressortis de lui, des livres qui ont été faits sur lui aussi, je me suis inspiré de Le Corbusier, Un fascisme à la française, quelque chose comme ça, qui pour moi exagèrent un petit peu, qui vont jusqu'à dire qu'en fait les constructions de Le Corbusier sont pensées comme les camps de la mort. Bon, c'est des phrases chocs comme ça, mais sinon derrière, il y a un fond de vérité, dans le sens où il y a également une pulsion hygiéniste. Alors, comme il y avait chez Haussmann, mais différemment, c'est-à-dire que Haussmann n'allait pas raser tout le centre et couler une énorme dalle en béton. Par exemple, lors des émeutes antiparlementaristes de 1934, il qualifiera, lui, ces émeutes de réveil de la propreté. Le 2 août 1940, il dira ceci. La défaite des armes m'apparaît comme la miraculeuse victoire française. Si nous avions vaincu par les armes, la pourriture triomphait. Plus rien de propre n'aurait plus jamais pu prétendre à vivre. Haussmann, sa motivation, elle est plus d'embourgeoiser le centre et de faire rayonner Paris comme ça, mais c'est pas ce besoin d'ordre qui naît chez Le Corbusier, parce que d'une part la situation de la ville est catastrophique, et d'autre part parce qu'il est suisse et qu'il a envie de retrouver des trottoirs propres, on peut le comprendre. D'ailleurs, il y aurait plus de trottoirs, parce qu'en fait, dans sa vision, il y aurait plus de rues, parce que la rue, pour lui, c'est obsolète. On veut plus de rues, on veut même plus de croisements. Le croisement, c'est insupportable en voiture, obligé de... Enfin, c'est pas pratique, donc il développe tout ça, toute une pensée de la nouvelle ville qui se coupe complètement de ses racines, et on dirait qu'il a pas peur, qu'il se lance comme ça, il dit bon bah, oui, ça fait 2000 ans qu'on fait comme ça, mais oui, j'ai une idée, on rase tout, on recommence. Vous inquiétez pas, la loi rationnelle, les mathématiques, pas besoin de s'embarrasser de toute la sagesse des anciens, là, c'est un peu lourd. Dernière chose de très pertinent que dit Jordan Peterson sur Adolf Hitler, c'est qu'il évoque, pour continuer cet hygiénisme, beaucoup d'ordre. Apparemment, en psychologie, parce qu'il est psychologue, le saviez-vous? Le monsieur n'est pas que prof et le plus grand intellectuel du XXIe siècle. Non, à la base, il est psychologue, et donc il nous montre le lien qu'il y a entre le fait d'être ordonné, il y a un mot en anglais pour ça, mais en français c'est le fait d'être ordonné, et le dégoût, et l'envie d'hygiène. Et ce minimalisme du Corbusier et de beaucoup de gens à ce moment-là, c'est aussi une idée hygiéniste, de se débarrasser de tous les recoins dans lesquels peuvent se mettre la maladie, le parasite. Bon, juste qu'on soit bien clair sur le parallèle que je viens de faire, c'est pas parce qu'il y a des points communs entre les deux que les deux, je sais pas quoi, se valent, ou que je dirais que l'un et l'autre finalement sont les mêmes personnes. Pas du tout, je parle simplement de points communs, il y a sûrement des points de désaccord, comme le végétarisme ou ce genre de choses. Mais donc, tout ce qu'on vient de voir là, sur Le Corbusier et le fait qu'il soit possédé par le rationalisme, eh ben, c'est pas ce qui m'a étonné le plus, en fait. Ça, à la limite, je le voyais dans son architecture, elle est extrêmement rationnelle et utilitaire. Non, ce qui m'a le plus interloqué dans les recherches que j'ai fait sur lui, c'est tout l'inverse. C'est le fait qu'ils disent précisément que l'architecture est au-delà de l'utilitaire. Il dit des choses, ça, c'est plutôt dans ses bouquins des années 20. Il a une vision de l'Antiquité qui est assez fine, et puis une idée de ce qu'il veut très claire. Et plus précisément, sa vision des Grecs et des Romains m'intéressait. Parce que il fait une différence fondamentale entre les deux. Ce qu'il va dire précisément, c'est l'architecture, c'est, avec des matériaux bruts, établir des rapports émouvants. Déjà là on est dans l'émotion, on n'est plus dans le rationnel qui vantait et qui, il me semblait, expliquait l'architecture du Corbusier. Et donc sa vision des Grecs, elle se matérialise autour du Parthénon. Le Parthénon, pour lui, c'est une perfection. Voilà ce qu'il en dit. Phidias, en construisant le Parthénon, n'a pas fait œuvre de constructeur, d'ingénieur, de traceur de plans. Il a fait œuvre de perfection, de haute spiritualité. Donc là j'étais perdu, je lis de haute spiritualité, mais comment ça, je ne voyais pas une once de spiritualité dans ce que faisait Le Corbusier, j'y voyais même l'anti-spiritualité. On coupe la part spirituelle de l'homme pour se concentrer, justement, c'est ça le rationalisme, que sur les besoins rationnels, physiques. Voilà, il faut manger, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait... Tout ce qui s'explique par la science, mais sinon on coupe le reste, et là, ça correspond pas à ce qu'il dit sur Phidias. Et il y a une répétition de ça. Je crois que c'est dans Vers une architecture, c'est très bien écrit. Mais pour lui, s'oppose à ce Parthénon grec parfait, les Romains.
les barbares. Pour lui, les Romains arrivent et c'est un peuple barbare parce qu'ils sont pas aussi cultivés que les Grecs à ce moment-là, et il va les différencier avec une chose bien simple. Les ordres d'architecture, les colonnes grecques. Il y a différents ordres, ceux qui vont nous intéresser là, c'est les doriques, ioniques et corinthiennes. Et la corinthienne, de toutes, c'est la plus fleurie, en fait, parce qu'elle représente une plante, comme ça, son chapiteau en tout cas, représente une plante qui grimperait sur un rocher. Et c'est vrai, c'est celle qui appelle le plus l'œil par rapport aux autres, doriques et ioniques, qui sont un petit peu plus simples. Et Le Corbusier va reprocher aux Romains le choix de celle-ci, de celle qui attrape l'œil directement, et effectivement, dans les constructions de l'Empire romain, là par exemple quand j'étais à Rome, mais même ce qu'on peut voir dans le sud de la France, enfin tous les restes, et ce qu'on a hérité d'eux, et ben il y a beaucoup de ces colonnes corinthiennes. Et à partir de là, à partir de cette barbarie qui méprise ce choix barbare que font les Romains pour la colonne corinthienne, et ben il va s'en faire une idée de ces Romains et de leurs descendants. Et alors vous imaginez si déjà ils trouvent qu'il y a trop de froufrou, trop de décorations sur la colonne corinthienne. Bon, bah, quand à la Renaissance vont fleurir plein d'églises avec encore plus de ces décorations, lui il va saturer. Il va saturer, et ça explique une de ces citations que j'avais entendues hors du contexte. Pour moi, Rome est un musée des horreurs. Alors, il dit pas exactement ça, mais il parle de la Rome des horreurs. Bon, si vous voulez, quand j'ai entendu ça, j'étais un petit peu énervé. Je disais, attends, monsieur Le Corbusier, vous parlez de la Rome des horreurs, je veux dire, Rome est reconnue internationalement comme une des plus belles villes du monde. Vous nous avez pondu des merdes dégueulasses, ça vieillit mal, vous avez des procès de partout, parce que c'est moche, tout simplement. Je veux dire, calmez-vous sur la Rome des horreurs. Et j'avais pas compris que c'était la continuité de sa pensée sur les Romains. Et qu'à partir de là, il avait fait une distinction entre deux hommes. Et c'est là qu'on en vient au mépris de classe. Il va nous dire que tout intérêt, donc pour l'esthétique, est sensoriel ou intellectuel. Là, si on reprend les colonnes, c'est la corinthienne qui est sensorielle. Et l'autre, par exemple la dorique ou la ionique, se suffisant de la proportion, elle est intellectuelle. Le décor est sensoriel, primaire. Donc le décor sensoriel primaire, ça va plaire, comme il dit, au peuple simple, aux paysans et aux sauvages. Et de l'autre côté, l'harmonie et la proportion, ça va plaire à l'homme cultivé. Il va même le développer en disant, voilà, l'homme qui porte le 3/4 anglais, enfin, en gros, on ressent ce mépris pour celui qui a besoin de la couleur, il met la couleur là-dedans, mais du décor, de ce qui appelle l'œil, et l'autre, l'homme cultivé, qui seulement voit les proportions, et ah oui, là, si on calcule l'hypoténuse de ce triangle, ça fait le nombre d'or, et là, je sens que la proportion est parfaite. Bon, je me moque pas trop, parce que évidemment on comprend de quoi il parle. Il y a des proportions qui sont belles, d'autres qui sont laides. Mais d'un point de vue intellectuel, c'est même assez charmant. On lit ça, on dit ah oui, bon, je vois où vous voulez en venir, on est pur, et juste la ligne est belle, tout ça. Mais le problème c'est ses réalisations. C'est le problème, à chaque fois, tout le long de mes recherches, je disais ah oui, mais c'est malin ce qu'il dit. Et après je me rappelais ce qu'il faisait, je retapais sa chapelle dégueulasse, parce que en dehors de la cité radieuse, qui est déjà moche, il a fait une chapelle, où là, il n'y avait pas la contrainte de mettre autant d'appartements dans un endroit, c'est une chapelle. C'est dédié à la beauté, à l'élévation vers Dieu. Elle est horrible cette chapelle, elle a des courbes comme ça. Ah oui, oh, ça c'est du génie. Voilà, je vais me calmer, mais c'est infernal, c'est ça qui est infernal avec Le Corbusier tout le long, c'est que il est très intelligent, et après on regarde ce qu'il fait, on dit ah non, en fait c'est de la merde, c'est nul. Je sais pas ce que j'ai, je suis malade en ce moment. Ça m'arrive très rarement, excusez-moi. En revanche, ce qui est intéressant là dans son mépris pour le paysan, le sauvage, c'est qu'en fait, la distinction qu'il fait va se retrouver posthume, après sa mort. Après sa mort, il nous aura fait des daubes en béton un petit peu partout dans le pays et puis ailleurs, et ses seuls supporters sont ces hommes cultivés. Mais alors d'aujourd'hui, là, ça porte plus le 3/4 anglais, ça porte des espèces de grosses lunettes en plastique d'architecte, des pulls avec des zips juste là. J'ai rien contre, mais je dresse un portrait sociologique. Bon voilà, et puis ça vote à gauche, ça a plutôt un apport nutritif végétal, vous voyez très bien le portrait que je brosse. Eh bien, ces gens-là, mais en fait, ces gens-là, aujourd'hui, sont les seuls à apprécier Le Corbusier, à dire « mais oui, mais c'est du génie », tout ça, et quand on se renseigne notamment sur la cité radieuse qui est habitée, et qu'on écoute les fans du Corbusier, c'est toujours ces espèces de bobos
qui vont dire non mais vous comprenez derrière. C'est la même enculerie que pour l'art contemporain. C'est le truc de oui non mais tout est intellectuel, on est sorti de ces considérations seulement esthétiques, voilà, l'esthétique est passée, mais ce qui est beau, c'est les lignes, tout est bien pensé, tout ça, alors que c'est une merde, et d'ailleurs, prenons l'exemple de la Cité radieuse de Marseille, elle ne s'appelle pas seulement la Cité radieuse, elle s'appelle la Maison du Fada, parce que les Marseillais, et justement là on reconnaît le terme Fada qui est d'une strate, en tout cas plus populaire, de Marseille, qui est du peuple marseillais de base, les peuples simples, comme ils disent, les sauvages, les paysans. Mais donc, il y a d'un côté les peuples simples, comme ils disent, qui ne comprennent pas visiblement son architecture, puisqu'ils disent qu'il est fou, hein. Donc un fou ne fait pas une architecture normale, c'est un fada. Et d'autre part, il y a ces gens cultivés, voilà, qui disent non, mais faut voir au-dessus, hein, parce que sinon c'est juste un paquebot. Il s'est inspiré des paquebots en béton. Il a mis un paquebot en béton, alors que Marseille, à ce moment-là, était traditionnel, qu'il était à 15 km du centre, si vous voulez. Et donc, au milieu de ces villages, il y a ce qu'il appelle le village vertical, cette espèce d'énorme bâtiment. Alors, il y a quand même une chose dont j'ai oublié de parler à propos du Corbusier, c'est de la religion. Parce que, en fait, c'est lié à cette histoire d'antiquité. Dali, celui qu'on connaît, là, le peintre moderne, il va parler du Corbusier, voilà, dans des termes qui font pas tellement plaisir. Il va dire que c'est le plus mauvais architecte qui n'y ait jamais eu au monde, ou un truc un peu dur comme ça, je vais vous le remettre. Que pensez-vous de Le Corbusier? Toujours la même chose qu'au début de ma vie, je trouve que c'est un des plus mauvais architectes qui n'a jamais existé au monde. D'ailleurs, justement parce qu'il est protestant, et l'unique architecture possible peut être faite exclusivement par des catholiques, apostoliques et romains, c'est-à-dire des gens qui ont un sens aigu du plaisir. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit après. Il dit que pour lui, un architecte ne peut qu'être catholique, dans le sens où les catholiques descendent des Romains et donc héritent en fait de. Alors il parle des plaisirs, il parle d'un genre de goût pour la vie, mais c'est vrai que c'est pas seulement ce goût-là, mais c'est tout ce que rejette Le Corbusier chez les Romains, quand il les méprise et qu'il dit oui, du décor, là, c'est un choix barbare. Ben, c'est vrai que lui, il est protestant, hein, en tant que Suisse. Circoncis normalement, mais ça n'a rien à voir. C'est une piste, hein, mais je trouve ça assez intéressant que Dali relève ça et qu'il le lie directement à sa religion. D'ailleurs, il va le dire, hein, je suis passé un petit peu vite sur l'épisode Vichy, j'ai pas fait la partie closer, ou comment on pourrait appeler ça, le voici, hein, et toutes les citations un peu dures qu'il a eues, mais il se félicitait à un moment d'être détesté par les juifs, les bolcheviks, les catholiques et les bicots. En France, ça fait du monde, quand même, hein. Il reste plus grand monde de ton côté, ça il faudrait quand même s'en rendre compte, parce qu'on est surtout catholique. Mais à ce moment-là, il va également nous parler de plans judéo-maçonniques. Qu'est-ce qu'il dit aussi là-dedans? Voilà, il va aussi pas mal parler du juif, et il l'aime pas, hein, il l'aime pas. Alors, à sa décharge, il a jamais fait de grands discours là-dessus, c'est jamais ça a jamais été ça la consistance de ses discours, et toutes ces citations que j'ai, c'est surtout des correspondances qu'il y a entre des projets de livres, hein, comme Révolution nationale ou Architecture pour une révolution nationale, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est ce qu'il pensait faire à Vichy, mais si vous voulez, je me suis pas concentré dans cette vidéo sur comment annuler Le Corbusier ou ce genre de choses, j'aime pas trop ça. Si vous voulez, la culture de l'annulation, c'est un peu facile de faire ça à notre époque, et les sites qui s'insurgent, là bon, qui m'ont bien aidé pour les citations, mais qui s'insurgent en disant « Oui, regardez, il y a une statue de Corbusier, il faut la détruire », alors que je suis sûr qu'à la base, c'était les mêmes qui étaient ultra fans, et qui disaient « Oui, c'est le renouveau de l'architecture ». D'ailleurs, partagez cette vidéo, hein, partagez cette vidéo à vos amis architectes, parce que j'imagine que beaucoup de personnes, en apprenant ça, vont juste, après l'avoir adoré, lui tourner le dos brusquement, et dire « Alors maintenant, en fait, c'est une ordure, je comprends tout ». Alors que c'était un génie il y a 20 minutes. Bon, après c'est vrai qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, hein, on comprend pas trop. À l'après-guerre, il y en a avec qui on est intransigeant, je pense à Céline notamment,
Mais il y en a eu beaucoup, et puis il y en a d'autres qui, voilà, lui était 17 mois à Vichy, il était bien, il n'y a pas de problème particulier après, quoi. Pas de problème, on continue à signer, il nous parle de trucs humanistes et de comment son architecture se tourne autour de l'humain, en fait. Ouais, j'ai le nez pris, ça doit faire une voix insupportable. Mais on va revenir, si vous le voulez bien, à son idée de modernité et son idée de nouveau Moyen-Âge. Parce que ça, je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est une des choses qui éclaire le mieux ce que pensait le Corbusier. C'était vraiment sa vision du Moyen-Âge, avec la religion qui créait cette unité, que je suis pas loin de partager d'ailleurs, et son attente d'une nouvelle unité avec la science. Bien là, c'est intéressant. J'en vois que Dostoïevski ne bougeait pas. Celui-là, pour le coup, il est presque terminé. Je suis allé le voler de l'autre côté. Il lui manque la feutrine en dessous. Sinon, il est dans un état parfait. Et il se trouve que c'est mon préféré. Je vous le dis, parmi toutes les statues que l'on fait, Dostoïevski est vraiment mon préféré. Alors déjà pour ce qu'il a fait en termes de littérature, mais même la statue, le personnage, il me plaît beaucoup. Il est très beau, très beau. Donc, il nous accompagnera. Pourquoi ? Parce que, justement, cette histoire-là de science qui serait une nouvelle religion, je vous le donne en mille, il en avait déjà parlé, Dostoïevski. Il en a parlé directement dans les carnets, pas les carnets du sous-sol, les carnets de Dostoïevski, qui sont simplement ce qu'il écrivait en tant que lui, quelque part. Voilà. Il écrivait en tant que lui. Non, mais là, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il met dans la bouche de Chatov, alors que je vous ai déjà lu. Hein. J'aime bien la répétition, je pense que c'est bien de se répéter, mais là, je vais pas le faire. Je vais pas relire ce passage. En fait, dans son discours à Stavrogin, il rappelait ce que Stavrogin avait dit, et il exprimait ses paroles pleines de sens en disant que la raison et la science seront toujours subalternes à la religion et ne la remplaceront jamais. Et qu'en fait, d'ailleurs il dit pas la religion précisément, mais il parle d'une force au-dessus qui est la recherche d'un dieu. La recherche d'un dieu. Et qu'un peuple recherche son dieu à lui, que quand il est partagé par tous, il meurt. Et donc, en ce siècle, là c'est au 19e, où fleurissent toutes les théories rationalistes, Chatov va s'opposer à ça, Chatov et Dostoïevski derrière, va s'opposer à ça, en disant simplement qu'ils font fausse route, et que l'humain ne marche pas comme ça. Et là c'est exactement ce qu'exprime le Corbusier, hein, parce qu'il développe beaucoup ces théories. J'ai vu pas mal d'entretiens où il nous explique toutes les règles de sa nouvelle ville, qui se fait sur du rien en fait, donc aucun appartement tourné vers le nord, pour une question de soleil, beaucoup de verdure, et ça s'arrête pas là, hein. C'est vraiment, il va jusque dans les moindres détails, régler la vie des gens comme il faut. Et de l'autre côté, il nous parle d'horreur à Rome, hein, avec sa grosse tête là, sa grosse tête, son gros ego qui dit oui, alors moi, non, grâce aux lois de la science, j'ai compris la nouvelle ville. La nouvelle ville, ça va être ça, et on va raser Paris, et faire un aérodrome, et faire 18 tours cruciformes, et des blocs, des longs blocs. J'ai retrouvé pas retrouvé d'ailleurs, mais il y a eu des reconstitutions d'images de ce qu'aurait fait le plan voisin aujourd'hui dans Paris. C'est très beau. Parce qu'en fait, là où c'est tout à fait fascinant, c'est qu'il n'aurait pas tout à fait tout détruit. Il voulait détruire le centre historique, mais il nous aurait gardé le Louvre, la porte Saint-Denis, une autre porte qui est à côté. C'est ces arcs de triomphe là en pierre qui sont très beaux. Bon, voilà. Monseigneur accepte de nous laisser quelques artefacts de notre passé. Merci de ne pas tout détruire. C'est durant mes recherches que j'ai revu un film que j'avais pas vu depuis vraiment longtemps. C'est Orange Mécanique. Les souvenirs que j'en avais, vu que j'étais adolescent comme quand je l'avais vu, c'était une succession de scènes violentes, et trucs qui m'avaient traumatisé, des scènes ultra violentes, mais je n'avais pas compris le sens. C'est ça dont je me suis rendu compte en le revoyant, et ce que ce film dénonçait. Et c'est en le revoyant que je me suis rendu compte à côté de quoi j'étais passé, et en quoi ce film rejoint ce que dit Dostoïevski. C'est un film des années 70, donc après la vague des années 60, où ont été construites toutes ces cités dortoirs, généralement ouvrières, mais pas que. Et donc le film se passe en premier lieu là-dedans, dans l'une de ces villes nouvelles, en quelque sorte. Et bon, je vais pas vous faire le résumé du film, hein, on va aller très vite, mais c'est
une bande de jeunes garçons qui habitent là-dedans, qui squattent les halls, et qui ont une activité assez singulière qui s'appelle l'ultra-violence. Ils sont extrêmement violents. Le personnage principal, c'est Alex, et Alex finit par aller en prison. C'est là que c'est intéressant. Il y avait un personnage que j'avais tout à fait oublié, c'était le prêtre. Et le prêtre va dire des choses qui m'ont retourné là au moment où je l'ai revu. C'est pour dire à quel point ça ressemblait à ce que disait Dostoïevski. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce film parlait notamment du totalitarisme. Totalitarisme qui était un aspect du fascisme dont on parlait avant, mais qui se retrouve en fait pas que dans le fascisme, puisqu'on l'a vu, c'est dans le communisme, qui peut se retrouver dans beaucoup d'incarnations du pouvoir. Et ce monde est décrit comme fasciste. Déjà, je m'en suis rendu compte par l'architecture, pas fasciste, autant pour moi, totalitaire. L'architecture en elle-même est totalitaire dans le sens où ces cités, elles sont faites pour répondre à tous les besoins de la vie de l'individu, et en quelque sorte à ce que l'individu soit contrôlé et en fait ne puisse même plus être malheureux. C'était pensé comme des utopies d'ailleurs. Ça nous fait bizarre parce qu'aujourd'hui ça s'est transformé en enfer, mais à l'époque c'était un genre de perfection. Pas seulement pour le côté technique et parce que c'était rénové, mais parce que ça répondait à tous nos besoins. Et sur Alex, bon, comme on l'a dit, Alex il est ultra violent. Il y a autre chose, c'est que il aime beaucoup Beethoven. Ça c'est intéressant parce que c'est la part la plus civilisé, cultivé de lui, qui aime cette œuvre voilà, très aboutie, et de l'autre côté, il se comporte comme un animal, dans des viols, dans des attaques en meute. Face à ça, le gouvernement lui propose d'écourter son séjour en prison, de n'y rester que très peu de temps, en acceptant un traitement. Et déjà, avant le traitement, quand le prêtre qui l'accompagne, parce que il y a également un chemin spirituel qui commence à faire en prison, et il est accompagné par un prêtre, et voici ce que va dire déjà le prêtre à ce moment-là. Le tout est de savoir si, oui ou non, cette technique rend vraiment un homme vertueux. La vertu vient de l'intérieur. La vertu est un choix. Quand un homme ne peut plus choisir, il cesse d'être un homme. Il n'a même pas dit il cesse d'être vertueux, c'est il cesse directement d'être un homme, et ça c'est ce qu'expliquait Dostoïevski. Quand Dostoïevski, ce génie, que la statue est belle, c'est très beau, c'est très beau. Lorsque Dostoïevski défend la liberté, il défend cette notion comme étant fondamentale. C'est pas la liberté de tout faire, c'est pas un truc de boomer ou de 68ard, c'est fantastique, hein, on va abattre toutes les règles, toutes les mœurs, et faire n'importe quoi. Non, au contraire, là-dessus, il est plutôt conservateur. Simplement, ce qu'il dit, c'est que les hommes doivent aller eux-mêmes vers le bien. Et si on les y force, alors ils ne sont plus des hommes. S'ils n'ont plus le choix du mal, ils ne sont plus des hommes. Et c'est aussi en ça qu'il s'oppose à toute la science à ce moment-là, qui explique par des tonnes de raisons nos comportements, jusqu'à arriver à la conclusion qu'on est déterminé. Qu'en fait, on est déterminé par des comportements, et qu'on n'a pas ce choix, qu'on ne fait pas ce choix moral. En vérité, ce qu'on appelle moral, c'est simplement suivre nos comportements qui sont dictés par la nature. Du coup, Dostoïevski, face à ça, il va refuser toutes ces théories, et dire, mais non, il y a une volonté. Voilà, il y a des termes comme ça, comme la volonté, et en fait, il y a une volonté dans l'homme, et donc il n'est pas déterminé uniquement par l'extérieur, justement, quand le prêtre dit ça vient de l'intérieur, c'est qu'il y a une volonté qui vient de l'intérieur, et qui peut lui donner la force de faire le bien, alors que le mal serait plus simple. Et c'est en ça que Dostoïevski croit en Dieu et en l'homme, c'est que, pour lui, finalement, Dieu meurt à partir du moment où la liberté meurt. Évidemment, quand on dit Dieu meurt, c'est Dieu meurt dans le cœur des hommes. Mais il est essentiel pour lui, dans une société, que l'homme ait le choix. Et qu'il sache qu'il a le choix. C'est une responsabilisation, quelque part, que veut le christianisme pour l'homme, en lui disant, non, c'est pas uniquement des facteurs extérieurs, tu as une volonté. Pour autant, quand il y a un mal qui est fait, il est pour le châtiment. Et même, pour lui, c'est comme ça que se libère, c'est par le châtiment, que se libère le criminel. C'est ce qui se passe dans Crime et Châtiment. Il y a ce moment où Raskolnikov va baiser le sol, va embrasser le sol de la Sainte Russie pour se faire pardonner. Et donc voilà, c'est ce qu'on retrouve chez ce fameux prêtre, et même il va le dire à la fin, parce que le traitement a, entre guillemets, marché, et Alex ne peut plus être violent, en fait, par un système d'association
qu'on a fait dans sa tête entre ce qu'il aime le plus, qui est Beethoven, et ses pulsions violentes, enfin en lui montrant des images ultra-violentes, on lui a un petit peu reprogrammé le cerveau, et après on fait une démonstration en disant mais regardez, il n'est plus violent, il ne peut plus être violent, parce qu'il est empêché, en tout cas par quelque chose d'autre que la question morale. Et donc il va dire que le garçon n'a pas le choix, et qu'il est contraint physiquement à ne pas pouvoir être violent. Et pas moralement, comme le prêtre l'espérait, surtout dans une prison. S'il prend quelqu'un sous son aile, c'est pour le faire ressortir meilleur d'un point de vue moral. Et donc voilà, pour revenir à Charles-Édouard Jeanne Régry, Le Corbusier, je dirais que son architecture, elle est le fruit de ça, elle est le fruit de cette pensée, et elle n'est d'ailleurs pas la seule. Je disais tout à l'heure que certains pensent que les cités qu'on a aujourd'hui, on les doit au Corbusier. Pas vraiment, en vérité, on les doit à la modernité, on les doit à cette pensée moderne. Le Corbusier a été un des plus géniaux, un de ces architectes avec le plus de génie, parce qu'il présentait bien, parce que c'était comme ça un intellectuel, et puis même que ces immeubles, moches comme ils sont bien pensés. Tout est bien pensé à l'intérieur, ce qui est pas forcément le cas de toutes les cités. Dieu merci, il n'a pas rasé Paris. Il n'a pas rasé Paris, et d'ailleurs sa ville idéale, là, son plan voisin, on peut dire qu'il a été réalisé plus tard, et que simplement ça s'appelle Sarcelles, en fait. Sarcelles, le centre-ville de Sarcelles, n'est pas un petit village. Comme de nombreuses autres villes de banlieue, elles ont été faites comme ça, avec la vieille ville, et puis autour des grands ensembles, qui ont généralement été construits sur des champs, où on a détruit des logements plus ou moins insalubres pour les mettre. Non, Sarcelles, c'est cette ville idéale. Alors, personnellement, ça me dérange bien sûr moins que la destruction du centre de Paris, puisque c'est aussi ce qui fait, en termes de ville, rayonner la France. Elle rayonne par plein d'aspects, bien entendu. Après, visiblement, Jean Gabin apprécie moyennement la construction de Sarcelles. Bah, ils n'ont tout de même pas rasé ma cabane. Ginette m'aura écrit. Dire que j'avais acheté ça pour les arbres et puis pour les jardins. Ils appelaient ça la zone verte. C'est devenu New York, la zone verte. Quelque chose qui revient dans deux des films dans lesquels il a joué, qui sont La Rue des Prairies et Mélodie des sous-sols, quelque chose comme ça, où lui appartient en quelque sorte à un ancien prolétariat qui vit encore dans le bordel que voit le Corbusier et qui dégoûte le Corbusier, et qui voit l'émergence d'un nouveau monde, de ce nouveau Sarcelles, où il dit même que c'est New York. Pour conclure, je dirais que je suis assez d'accord avec Le Corbusier quand il parle de la perfection du Parthénon, qu'on devrait s'en inspirer, que c'est pas du tout le cas pour la perfection de son architecture. Personnellement, je la trouve immonde et je crois pas être le seul. C'est vraiment très très laid, hein. Je tiens à cet exemple de l'église parce que je la trouve particulièrement disgracieuse, surtout pour une église qui ne doit être qu'élévation, vraiment. Enfin bon. Je vais pas y revenir, mais un petit peu plus âgé que lui, il y a Auguste Perret, dont j'ai déjà parlé, qui lui fait aussi avec du béton, mais fait, j'estime, des édifices assez élégants. Alors qu'il utilise le béton, et pas qu'à moitié. Majoritairement, c'est du béton. Une nouvelle conception de l'architecture est née, que l'architecte Perret va nous expliquer lui-même. L'architecture est de toutes les expressions de l'art, celle qui est le plus soumise aux conditions matérielles. Il y a deux églises de lui que je trouve intéressantes. Juste pour information, c'est lui qui a reconstruit Le Havre après les bombardements. Si Le Havre est une ville si spéciale et toute bétonnée comme ça, même le centre, c'est parce que c'est lui qui l'a fait. Alors, elle est appelée vulgairement une ville moche. Une chose que je peux comprendre. Mais il y a cette espèce de clocher au milieu fait en béton qui est déjà très haut. Il a varié les lumières en fonction des points cardinaux. C'est quelque chose qui est très important dans le christianisme, l'Orient par exemple. Je crois que les lumières tiraient plus sur du vert, enfin, tout ça pour faire une ambiance assez particulière que je trouve, certes incomparable avec les sublimes églises et les sublimes édifices catholiques qu'on a fait en France, mais pour du béton, et comparé à l'immonde chapelle de Charles-Édouard Jeanne Régry, c'est pas mal. Donc si vous voulez, tous ces gens, pour moi, nous montrent différentes directions, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue même philosophique. Ils nous montrent des directions, et les Grecs nous ont montré une direction pendant plus de 2000 ans. Je voyais, lorsque je suis passé à Vienne,
Vienne, la ville française, pas la ville autrichienne. J'étais tombé au milieu de la ville sur un temple romain, et en regardant le petit panneau, je me suis rendu compte qu'il était de -20 avant Jésus-Christ, approximativement. Donc ça faisait plus de 2000 ans qu'il était là, et je trouvais encore ses formes élégantes. Donc les Romains, comme ça, nous ont montré une direction, avec leur sagesse. Les Grecs également, quand ils font le Parthénon. Je dirais le Corbusier avec sa folie de son côté, c'est-à-dire il nous a fait sa daube, là, on dit oui, bon bah, très bien, c'était moche sur les plans, là ça l'est encore plus, on va faire autre chose. Haussmann, il y a plus de 150 ans, nous a montré l'image qu'il avait de Paris, même avec toute l'immoralité dont on a parlé, mais il nous a montré cette image qu'il avait de Paris, et elle nous plaît encore aujourd'hui. Donc, je dirais qu'il faut prendre tous ces éléments et construire avec, c'est-à-dire que les nouvelles constructions suivent la sagesse des anciens, tout simplement. C'est un petit peu de conservatisme, s'il vous plaît. Pas faire une révolution à toutes les générations, parce que ça devient ridicule. Puis la révolution, dans tous les cas, c'est l'institution maintenant. C'est-à-dire que ce que paye l'État, c'est une révolution constante. Alors oui, on va faire ça. Je suis parti là-dessus, c'était pour parler de cette oppression. On va tout révolutionner, alors qu'on voit bien que les villes traditionnelles, non seulement sont belles, marchent très bien, sont adaptées à leur localité, parce que ça c'est encore autre chose, mais ce qui différencie le Corbusier des autres au moment où il y a la guerre, c'est le nationalisme. C'est que lui, il pense l'architecture d'un point de vue international. Il pense qu'il peut y avoir la même architecture partout. Et en ça, oui, on a hérité du Corbusier. C'est-à-dire qu'à un moment, on était au-dessus de tout. L'architecture française, c'était incroyable. Et là, c'est de la sous-américaine, quoi. On les suit à peu près. Je veux dire, ce qu'on construit en architecture aujourd'hui n'a plus rien de particulièrement français. Alors que ces villes, là, traditionnelles, c'est pas juste qu'elles étaient françaises, c'est qu'elles étaient bretonnes, alsaciennes, provençales, occitanes. Dans ce camp-là, on a des villages qui sont magnifiques, et tous sont adaptés. Alors, ils sont avec les pierres d'ici, ils sont adaptés en fonction du climat aussi, avec des ouvertures plus ou moins grandes. C'est vrai qu'un hiver, là, en Provence, et un hiver en Picardie, voilà, c'est tout autre chose, ça va pas faire la même construction. Forcément. Voilà, pour conclure ce double épisode, puisque le premier était sur Haussmann, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, j'ai voulu mettre en perspective ces deux protestants, ces deux personnes qui ont voulu réformer Paris, et qui ont voulu en refaire l'urbanisme. Eh bien, je dirais qu'on peut clairement les hiérarchiser, et que même si le plan voisin n'a pas été mis en place, on a des images, on peut avoir une idée de ce que ça a donné, et on a besoin de hiérarchiser pour s'orienter. Il y a un moment, on peut pas s'orienter dans une direction, on peut pas aller quelque part si tout se vaut. Tout ne se vaut pas, et un Corbusier ne vaut pas un Haussmann. Voilà. C'était très intéressant, Charles-Édouard Gendré-Gris, mais c'est terminé, tu arrêtes tes bêtises. Voilà. Nous, de notre côté, on continue notre œuvre, on essaye d'être le plus en phase avec nos ancêtres, avec la sagesse que nous a donné la tradition, et donc là, je suis du côté de l'usine. Il y a ces deux-là que je vous ai présentés, mais il y a également la statue de Chopin, que vous pourrez retrouver. Elle plaît énormément, je ne vous le cache pas, elle est déjà sortie, et vous pouvez d'ores et déjà précommander, je vous le dis, Marc Aurèle. Voilà. Marc Aurèle tant attendu. La caméra a cessé de fonctionner, c'est un petit peu brutal, mais c'était la fin de l'épisode dans tous les cas. Je vous invite à aller sur le site, parce que vous y trouverez forcément votre bonheur, il est dans la description. Et vous trouverez également nos pages Instagram, celle de l'atelier et la mienne. Et c'est là que l'aventure continue, puisque ça vous donnera des nouvelles quotidiennes. Je vous dis à bientôt, passez une bonne soirée, une bonne journée.